Vous vivez sur quelle planète, madame? Et je vais vous dire, la France s'est toujours construite avec des migrations. Elle s'est construite grâce à l'immigration polonaise, grâce à l'immigration italienne, grâce à l'immigration portugaise. C'est pas l'immigration italienne qui pose un problème. Écoutez, lorsque il y avait... Eh ben oui, mais... Et madame Panot, mais vous vivez sur quelle planète? Madame Maréchal Le Pen, il y a 120 savez-vous que 1717 Mohamed sont morts lors de la Première Guerre mondiale? Couteaux par jour dans ce pays. C'est faux, ces chiffres datent de 2015. Arrêtez d'agiter les pires. Un débat exceptionnel à la veille du dénouement sur le projet de loi immigration. Mathilde Panot, la patronne des députés Insoumis, et Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête et tête de liste aux européennes, ce soir face à face. Bonsoir mesdames, bonsoir. Bonsoir. À toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Pour ceux qui nous regardent, je vais expliquer la façon dont les choses vont se dérouler et les règles du jeu, si j'ose dire. La première partie sera consacrée aux fractures françaises, les questions d'immigration, la sécurité. La seconde partie de ce débat, à la vie quotidienne des Français, notamment les questions de pouvoir d'achat. Je rajoute que vos temps de parole, mesdames, sont décomptés et qu'à la fin de ce débat, vous aurez chacune une carte blanche avec une thématique de votre choix. Marion Maréchal, c'est vous qui avez remporté le tirage au sort. C'est donc vous qui, dans quelques instants, commencerez ce débat. Mais juste avant, j'ai une question, la même pour vous deux, mesdames. Vous faites partie de la même génération politique. Vous êtes nés la même année, en 1989. Qu'est-ce que vous pensez l'une de l'autre? Mathilde Panot, qu'est-ce que vous pensez de Marion Maréchal? Quel regard est-ce que vous avez sur votre adversaire du soir? Alors peut-être qu'il faut commencer par dire que c'est Marion Maréchal Le Pen qui a demandé ce débat et que j'ai accepté ce débat parce que je ne veux pas laisser Marion Maréchal Le Pen, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen et d'autres répandre leurs idées nauséabondes. Et donc je combats fermement ces idées et je crois que c'est ça la démocratie. Par exemple, vous vous êtes serré la main en coulisses avec Marion Maréchal ou pas? Non. Je crois que Madame Panot a demandé qu'on ne se croise pas. Tout à fait. Parce que vous ne serrez pas la main au Rassemblement national. Écoutez, je combats les idées de ceux qui sont des dangers pour la République et je considère que Reconquête, comme le Rassemblement national, sont des dangers pour notre République. Marion Maréchal. Bon, écoutez, moi déjà, je vous remercie d'avoir organisé ce débat. En effet, je l'ai réclamé parce que je pense que ce débat politique qui va nous confronter ce soir est le grand débat politique des prochaines années. C'est un véritable enjeu de civilisation qui va se jouer. J'espère que nous serons à la hauteur l'une comme l'autre, d'ailleurs, que ce sera un match, je dirais peut-être pas courtois, mais en tout cas loyal. Mais ma question était ce que vous pensez de sans perfidie, parce que vous avez rappelé un certain nombre de choses à l'instant. C'est vrai, vous avez raison, nous sommes un océan nous sépare. Moi, je suis contre la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de l'islamisation. Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Je suis contre le phénomène de grand remplacement de la population et de la culture française. On va venir à ce débat, vous vous en réjouissez pas la question que je avec, vous posais, avec la créolisation. Et moi, je sais que votre projet est extrêmement dangereux pour la France. Il va entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'attentats terroristes. J'ai 2 petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois que des partis tels que le vôtre existent et prospèrent dans notre pays. C'est pour ça que je suis revenue en politique en 2022. C'est pour ça que je suis candidate aux européennes. Et c'est pour ça, en effet, que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir. Je constate que vous ne répondez pas à ma question qui était pourtant simple, mais vous aurez sans doute... On va sur le fond des idées. L'occasion, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Commençons, si vous le voulez bien, mesdames, par l'actualité la plus brûlante. C'est donc le projet de loi immigration. La commission mixte paritaire siégera demain à 17h. Pour un éventuel accord entre la droite et le gouvernement. Vous êtes opposé à ce texte pour des raisons diamétralement opposées. Ça veut dire que vous souhaitez l'échec de ces négociations entre la droite et le gouvernement. Marion Maréchal, le tirage au sort vous a désigné comme commençant ce débat. Écoutez, moi, je n'attends rien de ce texte et de cette commission paritaire parce que je considère que la parole doit revenir aux Français. Les Français, à de très nombreuses reprises, d'ailleurs, Madame Panot, vous appelez régulièrement à écouter ce peuple, se prononce sans ambiguïté pour la fin de l'immigration. Encore un sondage récent cette semaine a révélé que 80% d'entre eux ne souhaitaient pas l'arrivée de nouveaux migrants dans notre pays. Or, malheureusement, ce projet de loi ne répond pas aux défis de la submersion migratoire que nous subissons. Le gouvernement sous Emmanuel Macron a naturalisé près de 660 000 personnes. C'est 1 million en 10 ans et il n'y a rien dans ce texte qui va limiter l'accès à la nationalité. Il n'y a pas de suppression du droit du sol, il n'y a pas évidemment de durcissement des conditions d'accès à la nationalité. C'est un gouvernement également qui a régularisé sous le mandat d'Emmanuel Macron plus de 310 000 personnes. Il n'y a rien dans ce texte qui va
freiner ce phénomène, bien au contraire avec l'article 4. C'est un texte qui ne touchera pas non plus à l'AME, qui coûte 1,2 milliard par an aux Français, qui ne touchera pas à l'ASPA, cette retraite aujourd'hui touchée par potentiellement des étrangers qui n'ont pas cotisé et qui coûte aussi 1,2 milliard. Ça ne touchera pas non plus la question des mineurs isolés, qui coûte près de 2 milliards aux Français. Bref, c'est un texte qui pour moi passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne s'attaque pas à ce qui aujourd'hui incite à l'immigration légale ou illégale dans notre pays, à savoir notamment toutes les facilités sociales qui peuvent exister, et puis une fois de plus, la politique d'accès à la nationalité particulièrement laxiste. Mathilde Panot, j'imagine que vous êtes en désaccord absolu avec tout ce qui vient d'être dit, même si vous vous retrouvez sur la volonté de ne pas voir ce texte aboutir. Alors déjà, je veux dire que nous sommes fiers d'avoir fait adopter une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a épargné les pires paroles racistes et xénophobes pendant 2 semaines au pays. Par exemple, un sénateur Reconquête avait dit au Sénat cette phrase absolument magnifique: un veau né dans une écurie ne deviendra jamais un cheval. Je vous laisse apprécier le type de parole. Stéphane Ravier, le type de parole qui avait été prononcé. C'est grâce à la gauche que cette motion de rejet a été adoptée et que le texte a été rejeté, puisque nous étions 141 voix de gauche contre 127 de voix à la fois des LR plus du Rassemblement national. Donc c'est grâce à nous. Et je dois dire qu'en démocratie, le chemin normal dans une démocratie, lorsque l'Assemblée nationale, la représentation nationale vote contre un texte, c'est de retirer le texte et de faire partir celui qui a engagé sa responsabilité sur cette question, c'est-à-dire M. Darmanin. Je vais vous dire quel est le débat qui est en jeu dans le débat que nous avons actuellement. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes partisane de l'Union réactionnaire. Moi, je suis partisane de l'Union populaire. Et je pense que au moment où vous cherchez à diviser le peuple français, ce qui affaiblit la France, il faut au contraire l'unifier. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qu'est le dérèglement climatique, parce que plus nous sommes unis, plus nous nous entraidons, plus nous sommes résistants à ces changements. Nous devons l'unir par le partage des richesses pour mettre fin aux privilèges et aux inégalités qui ne cessent de se creuser. Nous devons l'unir par la laïcité contre la guerre des religions que vous voulez réinstaurer dans notre pays. Et nous devons l'unir par la démocratie, notamment la 6e République, la Constituante et le référendum d'initiative citoyenne. Et si vous demandez aux Français, pour répondre à votre dernière question, quel serait le référendum qu'ils souhaiteraient faire s'ils avaient la possibilité de le faire? Eh bien, dans les premières priorités des Français, contrairement à ce que vous dites régulièrement, il y a en premier, sondage IFOP, 83%, la question de la santé. En deuxième, la question de la vie chère. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Madame Panot, mais il n'empêche, vous l'admettrez, que les Français sont très majoritaires à vouloir réguler l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça? Vous l'avez constaté comme moi. Mais je ne crois pas que ni vous ni moi ne choisissons nos convictions par rapport au sondage. Sinon, vous n'auriez pas été pour la retraite à 64 ans. Vous pourriez l'entendre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot, en effet, alors on parle d'immigration, elle nous parle d'écologie, très bien, souhaite un soutien inconditionnel et un accueil inconditionnel des migrants qui arrivent, y compris clandestinement sur notre territoire. Elle souhaite leur régularisation, je ne me trompe pas, massive si je ne m'abuse. Eh bien, vous voyez, moi je souhaite qu'on contrôle les personnes qui aujourd'hui arrivent dans le pays, parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penchée sur les 10 derniers jours et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces 10 derniers jours. Je ne suis pas remontée très loin et je suis tombée sur ces 3, non pas faits divers, mais selon moi phénomènes de société particulièrement abjects. Je suis tombée sur cette affaire des Yvelines où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vue, qui venait se faire opérer d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée par un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Je suis tombée sur cette affaire le 11 décembre à Avignon d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice, également début décembre, de ce clandestin qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes, madame, quand il s'agit de défendre la sécurité de ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français
Tous les chiffres l'attestent, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ne parle même pas du risque terroriste, évidemment, qui prend... Sur lequel on va revenir, là... Et dont le vivier se trouve évidemment également dans une immigration récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc oui, nous avons un désaccord de fond, parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation. Donc la question, c'est celle du lien que fait Marion Maréchal entre immigration et insécurité, et celle, si je traduis les exemples que vous prenez, de la capacité ou non d'expulser des personnes qui ne devraient pas être sur le territoire. Mathilde Panot, vous répondez à Marion Maréchal. Alors je vais commencer par répondre au premier point, parce que si vous ne voyez aucun lien entre écologie et le phénomène de migration, vous êtes une hypocrite, Madame Maréchal Le Pen. Parce que je vais vous expliquer que vous qui ne cessez de stigmatiser les migrants dans ce pays, sommes celles qui, notamment, défendaient des politiques de déni climatique avec vos amis dans le monde, qui portent des politiques de déni climatique, qui vont forcer des gens à partir de chez eux, qui vont forcer à les arracher à leur terre. J'ai jamais contesté qu'il y avait un réchauffement climatique, Madame Panot. Oui, enfin vos alliés, oui. Mais vos alliés dans le monde, oui. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, c'est une immigration climatique. Votre ami Bolloré, par exemple, qui vient d'être condamné par 145 paysans camerounais, notamment pour avoir empoisonné des terres, empoisonné la ressource en eau, et aussi responsable de ces migrations qui vont, à cause des politiques que vous soutenez... Les Algériens, les Marocains, Tunisiens, c'est une immigration climatique. Écoutez-moi, on laisse terminer Mathilde Panot. Qui vont faire changer d'échelle les migrations à l'échelle assez proche, en fait, d'ici à 2050-2100. Donc la question est comment est-ce que nous accueillons les gens, comment nous organisons les gens. Et d'ailleurs, vous êtes une hypocrite parce que votre alliée la plus proche, Madame Mélanie, non, c'est un qualificatif. Madame Mélanie vient d'annoncer qu'elle voulait accueillir 1 demi-million de travailleurs migrants. Et d'ailleurs, depuis qu'elle est au pouvoir, alors qu'elle avait promis 0 immigration, le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie a été multiplié par 2, avec d'ailleurs une hausse des morts en Méditerranée depuis des années qui devrait faire honte à notre humanité commune. Attendez, je vais continuer. Les migrations ont une cause. Et donc, si on continue, non, ce n'est pas ça. Notamment des îles qui vont être submergées. Vous devriez vous intéresser à ce qui s'est passé lors de la COP28, par exemple. Lors de ce qui se passe, c'est pas parce que l'Afrique est submergée par les eaux que les Africains viennent en Europe. Alors, je vais vous dire ensuite. C'est le déficit démographique. Vous êtes ensuite l'image, effectivement, de la France rabougrie. Celle qui n'accueille plus personne, celle qui n'accepte même pas son histoire. Non, la France qui veut éviter que ces jeunes filles soient violées sur son propre sol. Excusez-moi. Alors, moi, j'ai 2 petites filles. Le sort, là, que vous voulez réserver à cette femme dans les Yvelines, à cette jeune fille de 14 ans et à cette prostituée à Nice, voyez-vous, c'est pas ce que j'ai envie pour mes filles. Donc je vous navrez, c'est ça mon premier moteur en réalité. Mais manifestement, vous en avez rien à faire. Non, c'est vous qui mentez. Ça ne vous intéresse pas. Non, c'est vous qui mentez. Les situations dont je viens de vous parler, madame, ça vous intéresse? Vous voulez les expulser, ces gens? Mais je vais vous dire quelque chose. Depuis que vous et moi, nous sommes nés, vous l'avez dit, nous sommes nés. Ces personnes-là, elles devraient sur le sol français ou pas? Je peux parler, Madame Maréchal Le Pen, ou pas? Depuis que nous sommes nés, en 1989, le nombre d'homicides dans notre pays a été divisé par 2. C'est fou. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais vous vivez sur quelle planète, madame? Et je vais vous dire, la France s'est toujours construite avec des migrations. Elle s'est construite grâce à l'immigration polonaise, grâce à l'immigration italienne, grâce à l'immigration portugaise. C'est pas l'immigration italienne qui pose un problème. Écoutez, lorsque il y avait... Eh ben oui, mais... Et madame Panot, mais vous vivez sur quelle planète? Madame Maréchal Le Pen, il y a 120 savez-vous que 1717 Mohamed sont morts lors de la première guerre mondiale. Attaques au couteau par jour dans ce pays. C'est faux, ces chiffres datent de 2015. Arrêtez d'agiter les pires. Il y a plus de 90% d'homicides et tentatives homicides en 10 ans dans notre pays. Les actes de violence gratuite ont doublé. Dans quel pays vous vivez? Excusez-moi, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui les Français considèrent qu'il y a moins d'insécurité qu'il y a 10 ans? Deux éléments. Vous vous réveillez, je suis navrée parce que au quotidien les Français, tout. Et d'ailleurs, une fois de plus, je vais vous dire, sont angoissés pour leurs enfants au quotidien. Je vais vous donner une étude qui vient d'être faite, qui est rattachée directement à Matignon et à la Première ministre. Ça m'intéresse. Ce n'est pas tous les chiffres que je la France insoumise. Ils viennent du ministère de l'Intérieur. Ça vient du centre. Mais écoutez-moi, sinon je peux pas parler. C'est quand même incroyable. Vous avez vraiment du mal avec la vérité. Centre d'études prospectives et informations internationales de chercheurs qui ont démontré qu'il n'existait absolument aucun lien entre immigration et délinquants. Je vais vous dire un scoop, Madame Marion Maréchal Le Pen. Premier scoop, tous les exilés, loin de là,
ne sont pas des délinquants dangereux. C'est pas ce que j'ai dit. Par contre, tous les Le Pen sont dangereux pour la République. J'ai dit qu'il y en avait de parmi même, eux. il y a des personnes qui, effectivement, commettent des délits et des crimes, qui sont des personnes arrivées sur notre territoire. Et là, la République punit ces délits et ces crimes. Et là-dessus, Mathilde, pardonnez-moi pardonnez-moi parce que moi, j'ai pas un scoop, j'ai des chiffres. Non, mais juste une seconde. Pardonnez-moi d'intervenir. Donc, c'est faux. Osez dire qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité aujourd'hui dans notre pays. Je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vais pas les chiffres. Je peux intervenir dans ce débat. C'est quand même essentiel. C'est quand même essentiel. D'un mot. Essentiel. La moitié de la délinquance à Paris et à Marseille est liée à de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violence dans les transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absolument démonstratifs du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc je suis désolée, Madame Panot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'INSEE. Tout est clair et transparent dès qu'il y a des études faites sur la nationalité. Réponse de Mathilde Panot, et j'aimerais ensuite qu'on reste sur la question de la possibilité ou non d'expulser les étrangers en situation irrégulière qui menacent l'ordre public. Mais Mathilde Panot, vous pouvez répondre à ce que vient de dire Marion Maréchal sur le lien entre immigration et insécurité. D'abord, je viens de citer une étude qui, je le rappelle, dépend directement de Matignon. Il n'est pas vrai, contrairement au fantasme que vous faites, qu'il y a un ensauvagement de la société. Les chiffres sont faux, du coup ? Les chiffres que vous donnez, moi je peux vous donner d'autres chiffres. Vous voulez qu'on fasse une bataille de chiffres ? Très bien. Bah, si vous voulez que je vous montre que, par exemple, une femme exilée dans ce pays a 18 fois plus de risques de se faire violer ? Quelque chose me dit quand même que les Français qui nous écoutent auront quelques doutes à penser qu'il y a moins d'immigration dans notre société et qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité. Les Français qui nous écoutent, parce que moi, contrairement à vous, je crois à l'intelligence des gens. Je n'agite pas des peurs comme celle-ci. Les Français qui nous écoutent ont envie de vivre en commun, savent que la France aujourd'hui, et c'est un fait, ce n'est pas un projet politique, est créolisé. C'est ça qui menace la en 1958, il y avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger et qu'aujourd'hui, c'est un Français sur 4 qui a un grand-parent étranger. Moi aussi, les gens veulent vivre en commun. Madame Panot, ils ne veulent pas se mêler comme vous êtes en train de le faire. Madame Panot, ce que vous ne comprenez pas, et vous me faites un faux procès, moi je ne souhaite pas la guerre civile dans mon pays. Je veux la paix civile. Je vous l'ai dit, j'ai des enfants. Donc je sais que les premières à la payer, c'est ça. Et donc pour éviter évidemment la guerre civile, il faut s'attaquer aux causes. Et moi je considère qu'aujourd'hui, cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien avec l'immigration. Et que derrière aujourd'hui, cette montée de l'insécurité, il y a, oui, que ça vous plaise ou non, une guerre de civilisation qui est en train de s'installer dans notre pays. Et je le regrette et je le déplore et je ne le souhaite pas. Et tout l'objet de mon combat, c'est justement de l'éviter parce que je trouve que la guerre civile est la guerre la plus atroce qui soit. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand je vois, oui, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et vous avez regardé certainement ces sondages avec beaucoup d'intérêt ces dernières semaines, il y a indéniablement aujourd'hui une part de plus en plus importante de Français de confession musulmane dans notre pays qui veulent imposer une civilisation islamique sur notre sol, qui est incompatible à certains égards, je suis désolée de vous le dire, avec la République et avec la France, qui veulent remettre en cause la loi commune pour obtenir des dérogations au nom de la religion. On l'a vu dans ce sondage de façon très majoritaire sur le port du voile et de la baya à l'école. On l'a vu sur les menus confessionnels également à l'école. On l'a vu sur la volonté d'accorder des dispenses aux jeunes filles, dans les piscines scolaires. On l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, c'est pas un conflit de civilisation ? Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose entre des élèves et un islamiste ? Vous voyez pas Pardon d'intervenir. Là, on est passé d'un débat sur... Non, mais vous allez répondre. Là, vous pouvez pas à chaque fois la laisser dérouler. Mais pas du tout. Pas du tout. Mathilde Panot, j'essayais juste de préciser pour ceux qui nous regardaient qu'on était parti précisément de la question de l'immigration à la question d'une entre guillemets guerre de civilisation et que vous mettiez en avant la place de l'islam dans la République. Et bien évidemment, je vous laisse répondre, Mathilde Panot, c'était juste pour que ceux qui nous regardent essayent de suivre sur le fil conducteur de ce débat. Donc effectivement, Monsieur Zemmour, comme Madame Maréchal Le Pen, ne cesse de dire qu'il faut choisir pour nos 6 millions de concitoyens de confession musulmane entre l'islam et la République, ce qui est complètement à l'opposé de ce que la France a toujours été. La France ne sera jamais une nation ethnique, Madame Maréchal LePen. Elle sera toujours une nation politique. Autour d'un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Écoutez, je vous interromps pas toutes les 2 minutes, donc laissez-moi parler. À l'islam de s'adapter à la France, et pas à la France de s'adapter à l'islam. Les musulmans sont des gens comme les autres. Et je vais vous dire, être français, ce n'est pas une langue, puisque nous la partageons avec 28 pays. Ce n'est pas une religion réelle ou supposée. Être français, c'est adhérer au contrat. Liberté, égalité, fraternité. Être français, le dernier arrivé peut avoir la nationalité. Donc non, nous ne parlons pas comme vous de français de papier, qui, je rappelle, étaient les mots de Maurras, les mots de Pétain et les mots de Drummond envers les Juifs. Mohamed Merah.
Vous reprenez. C'était un Français méritant pour vous, naturalisé français. Vous reprenez les mots Quel est le rapport, Marion Maréchal? Pardon, quel est le rapport? Les Français de papier, ça n'existe pas. Mohamed Merah, c'est pas un Français de papier, peut-être. Youssouf Fofana, qui est le chef des gangs des barbares, c'est pas un Français de papier, lui. Voilà. Et donc après ça, lorsque vous pointez, par exemple, nos concitoyens... Redouane Lagdim, qui est dénaturalisé, qui est l'assassin d'Arnaud Beltrame, c'est pas un Français de papier. Lui, méritait sa nationalité française? Vous trouvez? Mais attendez, mais là, vous êtes en train de tout confondre. Ah non, je confonds pas du tout. Si, parce que ce que vous êtes en train de faire sur le territoire, d'origine étrangère. Ce que vous êtes en train de faire stigmatise des millions de nos concitoyens. Est-ce qu'ils méritaient la nationalité française, madame? Mais écoutez, la nationalité... C'est pas des Français de papier? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites ça sur... n'importe quoi. Mais oui, vous dites des gens qui assassinent des enfants dans des écoles juives, qui assassinent Arnaud Beltrame, et qui massacrent des gens parce qu'ils sont juifs. Là, je dis n'importe quoi. Et alors, c'est des Français méritants. Madame Marion Maréchal Le Pen, écoutez, là vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Vous affirmez tout et n'importe quoi. C'est plutôt moi qui vous sens mal à l'aise sur le sujet. Non, je vais vous répondre. Parce qu'en termes de délinquants, vous y connaissez. Ça, c'est le résultat de ce que vous voulez, ça. Donner la nationalité à n'importe qui au dernier arrivé. Voilà, c'est comme ça. La nationalité à n'importe qui, on donne la nationalité à n'importe qui. Ah oui, la preuve. Je viens de vous en donner 3 exemples. Oui, je peux vous donner plein d'autres exemples, y compris de gens qui ont été sauvés un enfant d'un incendie. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens. La nation française s'est toujours construite avec l'immigration et l'intégration de dire « nous faisons France de tout bois ». En 1793, la première constitution de la France était non seulement le premier État qui inscrivait dans sa constitution le droit d'asile, mais était aussi le premier État au monde à donner la citoyenneté pleine et entière à nos concitoyens de confession juive. Je ne parle pas de 1793. Mais si, parce que je vous parle de ça parce que c'est de ça que vous êtes en train de rabaisser les choses. En 1793, il n'y avait pas une immigration de masse venue d'Afrique et de confession musulmane qui mettait à l'épreuve nos valeurs essentielles. Madame Maréchal Le Pen, vous voulez que je vous parle par exemple du professeur que vous avez embauché dans l'école privée dont vous êtes directrice, Monsieur Oleg Sokorov, qui est un professeur russe, qui a été condamné à 12 ans de prison pour avoir décapité et démembré sa campagne, et qui a été aussi l'objet d'une plainte d'une étudiante qui l'a attaché à une chaise, qui l'a frappé. Je comprends que vous soyez extrêmement mal à l'aise. Cet homme qui avait été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac, d'ailleurs, accessoirement, donc vous voyez comme quoi... Et donc Jacques Chirac, c'est un extrémiste de droite qui est complice de l'ex-Sokolov. Excusez-moi, honnêtement, pardon, je suis désolée, mais si c'est ça la hauteur de vos arguments, allez sur le fond, répondez-moi sur le fond. Dites-moi quelle est aujourd'hui la politique d'accès à la nationalité que vous voulez donner. Dis-moi comment vous justifiez aujourd'hui de vouloir accueillir sans aucune limite les clandestins qui arrivent sur le sol, sans aucun contrôle, et pourquoi vous voulez intégralement les régulariser en dépit aujourd'hui de ce que ça représente culturellement, identitairement, socialement. Parce que je rappelle, allez là-dessus, expliquez-moi. Parce que je rappelle, des arguments qui n'ont rien à voir. Non, ils n'ont pas rien à voir. Mais attendez, mais vous allez me donner des leçons. Vous, dont les députés vont défiler avec les islamistes du CCIF. S'il vous plaît. Ça s'appelait un attentat contre une mosquée. Vous, dont les députés allaient à Sainte-Soline, manifestation ultra violente qui finit avec 28 gendarmes blessés. Vous qui défendez le lycée Averroès proche des frères musulmans, mais c'est vous qui allez me donner des leçons aujourd'hui. Excusez-moi, mais vous croyez que vous allez me donner des leçons? Regardez les prises de position politique aujourd'hui de vos élus, les compromissions avec les islamistes, les compromissions avec les émeutiers. Vous, Madame Panot, qui avez refusé d'appeler au calme au moment des émeutes en juin, alors que ça a provoqué 58 000 infractions. Vous avez parlé de soif de la jeunesse et de justice. 250 commissariats attaqués, 250 écoles attaquées. Et vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est de la soif de justice. Mais excusez-moi, pardon, mais m'attaquez pas, Madame Panot, honnêtement, parce que sincèrement, j'ai quelque chose sur vous en termes de comportement et de prise de position politique qui me semble on ne peut plus grave. Les manœuvres de diversion que vous utilisez. C'est vous qui avez été condamné, votre grand-père. Moi, j'ai jamais été condamné, Madame Panot. Non. Alors votre grand-père 5 fois pour Anna Ratiel. Oui, le candidat que vous soutenez à l'élection présidentielle, Monsieur Zemmour, 3 fois. Donc les leçons, je m'en passerai. Je vais vous expliquer. Oui, alors juste sur la question. Je pense à ceux qui nous regardent parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens, si vous me permettez l'expression. Vous posiez la question de l'obtention de la nationalité. Marion Maréchal, vous appartenez à une famille politique qui dit on supprime le droit du sol. Oui. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette conception-là de l'obtention de la nationalité, puisque c'est ce dont il est question dans le débat sur la question de l'immigration? Alors, nous sommes extrêmement favorables à garder le droit du sol qui, je le rappelle, existe dans notre pays depuis 1515. Et supprimer le droit du sol était, par exemple, une proposition de la France de Vichy que nous ne partageons absolument pas parce que
Oui, mais c'est la réalité. Excusez-moi, Madame Panot, mais c'est quoi ces arguments ? Veut faire de la France une nation, là encore, une nation ethnique et non pas une nation politique. Je vais vous dire, au lieu d'agiter des peurs, comme est en train de le faire Madame, c'est très désagréable de débattre contre vous lorsque vous ne laissez pas une seule room en permanence. S'il vous plaît, quand Mathilde Panot parle, essayez de la laisser parler pour que ce soit à peu près toutes les 2 secondes et demie. Mais attendez, c'est un débat. Mathilde Panot est libre de ce qu'elle dit et vous pouvez répondre. Donc on essaye de pas se parler l'une sur l'autre. Mathilde Panot, vous avez la parole. Nous sommes celles et ceux qui voulons faire France de tout bois. Voilà ce que nous voulons. Et nous voulons faire en sorte qu'on accueille dignement les gens. Parce que la question, c'est d'abord de faire en sorte d'agir sur les causes des migrations. Parce que les gens, lorsqu'ils se retrouvent eux aussi attachés à leur terre, attachés aux leurs, n'ont pas envie de partir de chez eux. Pourquoi sont-ils forcés de partir de chez eux ? Soit parce qu'il y a des guerres, soit parce qu'il y a des famines, notamment grâce aux accords de libre-échange qui sont signés à tout va, soit parce que, etc., etc., tout être humain cherchera toujours une vie meilleure. Donc, nous avons montré, notamment lorsque la France a accueilli 100 000 personnes ukrainiennes, que nous savions accueillir dignement lorsque nous mettions les moyens de le faire. Et je veux alerter tout le monde. Ce qui se passe sur les personnes étrangères dans ce pays est un laboratoire du pire. Je vais prendre l'exemple de l'AME pour expliquer à quel point vous êtes dangereuse. L'aide médicale d'État, qu'ils sont en train de dire sur lequel ce serait une dépense extraordinaire, qui n'existe qu'en Espagne, en Europe. 0,4% des dépenses de santé. 0,4% des dépenses de santé. On a regardé la fraude, qui représentait 500 000 €, soit 0,06% de 0,4%. À quoi sert l'aide médicale d'État ? Eh bien, c'est une politique de santé publique. Et d'ailleurs, l'Espagne, dont vous parliez à l'instant, l'a supprimée à un instant et l'a réinstaurée. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Elle l'a réinstaurée parce que ça posait des problèmes, notamment sur la propagation d'épidémies, et que ça créait une surmortalité dans la population exilée. Donc, supprimer l'AME est un non-sens sur lequel l'ensemble des soignants sont en train de s'accorder et appellent à garder cette aide médicale d'urgence dont nous avons impérativement besoin. Réponse de Marion Maréchal. Et je précise effectivement que, pour remettre des faits là-dedans, l'aide médicale d'État, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Et le rapport rendu par Patrick Stefanini et Claude Évin montre effectivement que c'est une dépense sociale parmi les plus contrôlées. Et ce rapport-là même dit qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'air, c'est-à-dire que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité, c'est du moins ce que dit le rapport qui a été rendu à Matignon. Marion Maréchal, vous pouvez répondre à Mathilde Panot. Je crois que quand il existe un dispositif qui prend en charge à 100% les personnes entrées illégalement sur le territoire pour des soins, alors même que la plupart des Français, vous devrez être au fait de cela, Madame Panot, se privent de soins aujourd'hui pour des raisons financières, alors même qu'ils sont déjà surtaxés, surimposés dans un pays surendetté, la moindre des légitimités, me semble-t-il, c'est que d'abord, on s'assure que l'intégralité des Français puissent accéder aux soins dans leur pays, plutôt que, en effet, inciter des personnes à arriver clandestinement à travers ces dispositifs. Parce qu'au-delà de la question de l'aide médicale d'État, c'est évidemment l'accès au logement, à l'accompagnement juridique et à tout ce qui permet aujourd'hui qu'on arrive en France de façon privilégiée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est une destination privilégiée par rapport à d'autres destinations européennes pour les personnes clandestines, quand bien même ce ne serait pas la destination la plus proche. Maintenant, je vous ai entendu tout à l'heure dire nous sommes là pour faire France de tout bois, et je trouve ça très beau, Madame Panot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur notre sol, il y a toute une partie de la population, qui sont d'ailleurs vos électeurs privilégiés, qui ne souhaitent pas, contrairement à ce que vous pensez, faire France de tout bois. Et on l'a vu d'ailleurs de manière particulièrement douloureuse au moment du drame de Crépol, où on a vu l'archétype aujourd'hui de ce qui traumatise et ensanglante la France, c'est-à-dire des bandes de racailles, le plus souvent multirécidivistes, qui n'ont plus aucunement peur de la justice, qui détestent la France. J'ai vu les déclarations d'ailleurs des amis et de l'entourage de ces agresseurs sur les réseaux sociaux, qui expliquent que les seules raisons pour lesquelles ils aiment la France, c'est pour la carte vitale, et que de toute façon, le jeune Thomas avait bien mérité ce qui lui arrivait. Je rappelle que l'enquête est en cours. Là, les vidéos, elles sont disponibles sur Internet. Mais là, vous parlez de vidéos de jeunes qui se disent proches de ceux qui ont été arrêtés. Et en tout cas, je ne pense pas trahir la vérité, en rappelant quand même qu'il y a 9 témoins à cette occasion qui ont expliqué avoir entendu on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc. Donc il y a manifestement en effet une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France, déteste son histoire, déteste son identité, déteste même les Français pour ce qu'ils sont, se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez. Bon, d'ailleurs, ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du racisme anti-blanc, Madame Panot ? Vous considérez qu'il existe du racisme anti-blanc ou c'est une invention Je vous pose une question. Je vous écoute. Alors moi, déjà, je noterai, et tout le monde, j'espère, le notera, que donc vous pensez que les microbes, des maladies,
qui, des épidémies, font attention de savoir si une personne a des papiers ou n'a pas de papiers. Ça, c'est sur l'aide médicale d'État. Ce qui est une idée avant 2000, qui va juste rendre les gens malades et qui est une obsession. Avant 2000, il n'y avait pas d'aide médicale d'État, il n'y avait pas d'épidémie, excusez-moi. Et les autres pays font comment? Ils s'en sortent manifestement mieux que nous. Eh bien, en tout cas, l'ensemble des soignants explique qu'il faut garder cette aide médicale d'État. Et d'ailleurs, je le redis, mais les médecins font un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate, de pouvoir soigner tout le monde, qui va justement à l'inverse de ce que vous expliquez avec vos obsessions qui sont évidemment en dehors de toute raison. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes en train de, en quelque sorte, construire des cycles de violence. Vous dites que vous êtes contre la guerre. Or, vous avez encouragé l'expédition punitive raciste qui a eu lieu après le meurtre tragique de Thomas. Vous ne l'avez pas condamné. Pas sur le racisme anti-blanc. Attendez, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Allez-y. Vous avez encouragé un cycle de violence avec 80 personnes qui criaient dans les rues. J'ai encouragé. Islam hors d'Europe. Vous n'avez pas condamné. Vous soutenez des groupuscules comme Génération Identitaire qui font des actions violentes. Oui, vous soutenez. Non, je vais vous répondre. Allez-y. Avec des habitants de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dont je veux ici saluer le sang-froid parce que cette expédition punitive raciste aurait pu terminer avec un drame terrible. Et moi, je vous invite à lire, Madame Maréchal Le Pen, je vais vous la donner, la lettre que les habitants des quartiers populaires de la Monnaie ont écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France, pourquoi est-ce qu'ils étaient la France et qu'ils refusaient qu'on divise le peuple français comme vous êtes en train de le faire. Je vais vous faire lire l'interview de la maman de Thomas, la désunion. Qui a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu. Eh bien, justement, vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux, Madame Panot, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas. Pas un mot. Eh bien, je l'ai dit dans les médias, donc vous mentez. Voilà, vous mentez et vous êtes en train parce que la de France des Thomas, elle vous intéresse pas en fait. C'est ça la réalité. Eh bien, moi, je ne sépare pas la France en la France des Thomas, la France des Chahides, comme l'a fait Monsieur Zemmour ou autre. Je vais vous dire, un jeune homme est mort. Il avait 16 ans, il aurait eu 17 ans récemment. Un jeune homme est mort, dont la famille a demandé à ce qu'on n'instrumentalise pas son meurtre. Et à demander à ce que le mobile du racisme anti-blanc soit retenu, Madame Panot. Un peu de décence. Est-ce que le racisme anti-blanc existe, Madame Panot? Est-ce que ce qui s'est passé à Crépol relève aussi du racisme anti-blanc? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Oui, il peut y avoir des actes xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas du racisme. On veut tuer du blanc. Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Le racisme a un côté structurel. Vous pouvez pas me dire oui ou non? Comment? Vous ne pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me faire une thèse. Non, je vais vous expliquer, je vais vous répondre très clairement. Le racisme est un racisme qui est structurel, qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Bon, voilà. Eh bien... Donc ça n'existe pas. Attendez, Marion Maréchal, s'il vous plaît. Mais oui. On a du temps pour discuter. Donc... Mais je sais quelle va être la conclusion, mais allez-y. Ah oui, laissez-la parler. Eh bien, exactement. Je vous dis, il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc, en Moselle, le 9 décembre dernier... Édouard Philippe aussi, dans les colonnes du journal du dimanche, la semaine dernière, a repris... Donc, quand en Moselle, le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère, c'est pas du racisme anti-blanc? Alors, je peux vous redonner des chiffres? Vous aimez les chiffres? Je vais vous donner J'aime beaucoup les chiffres. Je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Allez-y, dites-moi. Alors non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc. Ça s'appelle sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau. Ça s'appelle des appels à la haine, des actes de haine. Ça s'appelle de la xénophobie. Tout le monde jugera. Alors je vais vous donner les chiffres des services de renseignement. Il y a 53 faits des actes en 2021 qui concernaient des actes xénophobes contre les personnes blanches. 56 faits en 2022. Si on regarde les personnes qui ont la couleur noire, ça vous intéresse pas. Qui ont la peau de couleur noire, c'est 7 fois supérieur. Mais, Madame Panot. Et encore plus supérieur pour les personnes qui sont perçues comme arabes dans notre société. Madame Panot, vous savez, tous les racismes sont condamnables. Moi, ce à quoi je veux vous amener, c'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes. C'est ça que je veux vous faire dire et que vous refusez de dire. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ben moi, je vous demande, est-ce que vous condamnez l'expédition punitive raciste à Romans-sur-Isère? Madame Panot, est-ce que vous la condamnez? Mais Madame Panot, vous essayez de créer une ambiguïté là où il y en a pas. Je condamne toutes les violences, y compris les violences en politique, et je l'ai toujours fait. Et donc la ratonnade, vous la condamnez? Madame Panot, sans aucun problème, je condamne et je condamne les violences politiques, d'où qu'elles viennent. Pardon d'intervenir. Non.
c'est important. Sur cette expédition punitive. Moi, je n'ai jamais eu d'ambiguïté. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai refusé à ce moment-là de participer à la manœuvre de diversion. Vous avez refusé de condamner en disant c'est l'ultra-droite, la giga-droite. Oui, à la manœuvre de diversion qui consiste à aujourd'hui expliquer, et venant de Madame Panot et de l'ensemble d'ailleurs de la LFI, que 10 jours après le meurtre de Thomas, le seul sujet qui existait en France, c'était pas les racailles qui avaient sévi et qui avaient tué un jeune homme de 17 ans, c'était la menace soi-disant de l'ultra-droite. Et donc oui, je maintiens, aujourd'hui la menace de l'ultra-droite dans notre pays, elle est dérisoire. Les Français, quand ils sortent dans la rue, Madame Panot, n'ont pas peur de se faire violer, agresser ou tuer ou égorger par l'ultra-droite. Je suis désolée de vous le dire. Il y a eu dans ce pays 57 attentats, il y a plus de 290 morts qui sont morts de l'islamisme. Donc la menace, elle est là et elle n'est que là. Maintenant, la violence politique, elle est inacceptable dans tous les cas de figure. Et je suis contente de vous l'entendre dire, Madame Panot, parce que je vous le rappelle tout à l'heure, quand il s'agit d'aller, vous, avec vos élus à Sainte-Soline, dans des manifestations ultra-violentes, qui finissent avec 28 gendarmes blessés, là, ça vous dérange pas, la violence politique. D'ailleurs, vous avez jamais un mot quand l'ensemble des militants d'extrême gauche dans ce pays intimident ou attaquent des manifestations ou des rassemblements politiques. Donc moi, j'ai pas d'ambiguïté là-dessus. De toute façon, la violence politique est insupportable et toutes les violences sont insupportables. Alors, Madame Maréchal, oui, je vous le dis, nous voilà. et je le redis, au point Madame Panot, parce que je sais que c'est votre obsession de l'ultra-droite dans le pays, je maintiens encore ce soir que évidemment ça n'est pas la menace prioritaire en France, très loin de là, et que cette menace elle est dérisoire. Voilà, c'est ça la réalité. Donc Marion Maréchal dit menace ultra-droite dérisoire. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Mathilde Tous Panot? les services de renseignement expliquent que la menace, la deuxième menace dans notre pays, et qui est en train d'augmenter fortement, et notamment la violence qui vient de l'extrême droite. On l'a vu notamment à Saint-Brévin avec un maire qui a vu sa maison se faire incendier. On l'a vu à Grabels avec un maire. On ne connaît pas l'origine de cet incendie, Madame Panot, attaqué avec amis des Arabes dans les mots des deux agresseurs qui les faisaient. Mais vous avez dit des choses intéressantes. Vous avez dit il n'y a eu jamais aucun attentat d'extrême droite. Alors, je vous rappellerai je sais, vous allez me sortir deux exemples en 30 ans. Oui, très bien. Oui, je vous fasse la liste des attentats islamistes. Il y a eu 12 projets d'attentats d'extrême droite qui ont été déjoués, qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Logan Nizan qui s'est fait condamner à 9 ans de prison ferme pour avoir fait une tentative d'attentat contre Jean-Luc Mélenchon et contre plusieurs mosquées qui étaient d'ailleurs formées à l'Action française, où vous aviez à plusieurs reprises fait des colloques avec cette même Action française, qu'il y a eu des morts. Je pense évidemment à Clément Méric. Je pense aussi au rugbyman argentin Federico Aramburu. Il y a eu des attaques au couteau, peut-être le connaissez-vous. Non, Adrien Rago, peut-être le connaissez-vous, il est à Lyon. Il a tenté d'égorger un jeune homme. On parle d'attentats devenant de groupes politiques pour des motifs politiques. L'Action française. Excusez-moi de vous dire que vous allez laborieusement... De même que 1962, l'attentat du petit Clamart. Vous allez tirer... Les amis de votre grand-père de l'OAS. Vous allez tirer sur 50 ans 4 exemples. Moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'une menace systémique qui maintenant tous les mois dans notre pays aboutit à des morts et à des agressions, encore en septembre dernier avec Dominique Bernard et un attentat sous la Tour Eiffel. On est dans un pays, excusez-moi quand même de vous le dire, où vos collègues confrères de l'AFP l'ont rappelé le 30 novembre dernier. Il y a aujourd'hui, pour ne vous citer que cet exemple, 6 hommes dont la plupart sont fichés S, parce que ça aussi c'est un vrai sujet et ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus sur vos solutions concernant les fichiers S islamistes dans notre pays, avaient prévu et ont été fort heureusement arrêtés à temps, avaient prévu de s'attaquer à un village rural en une nuit et de massacrer l'intégralité des habitants. Heureusement, ils ont été attrapés à travers les écoutes. Donc oui, excusez-moi, ça c'est la menace. Et moi, je dois dire que je ne vais pas dire que je vous entends avec une certaine saveur, parce que honnêtement, je trouve ça incroyable. Vous qui, Madame Panot, avez refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, cette organisation qui a ciblé volontairement des civils et des enfants, qui a violé des femmes, qui a craché sur des cadavres, qui a enlevé des enfants, dont le fondateur, depuis le Qatar, a appelé au djihad, qui s'est conclu en France par la mort de Dominique Bernard, qui a été assassiné par un islamiste. Cette même organisation, dont 4 membres présumés en Allemagne et aux Pays-Bas, cette semaine, ont été arrêtés parce qu'ils fomentaient un attentat contre des institutions juives en Europe. Et ça, pour vous, c'est pas du terrorisme. Et après, vous allez me parler de gens que je connais même pas, dont j'ai jamais entendu parler, sur 4 exemples en 25 ans. Mais excusez-moi, Madame Panot, mais vraiment, vous êtes mal placée, me semble-t-il, aujourd'hui, pour faire des leçons de ce point de vue-là. Réponse sur donc, on est passé de la question. On est passé de la question. Une organisation terroriste, le Hamas. Je parle la langue du droit international, Madame, et j'en suis fière. Je parle la langue de l'ONU, je parle la langue d'Amnesty International. Ça s'appelle des arguties juridiques par électoralisme. C'est intéressant parce que vous qui soutenez inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélien de M. Netanyahou. J'ai jamais dit que je soutenais inconditionnellement le moindre gouvernement.
Pas Oui. plus Israël Alors, qu'un Monsieur autre Kurdistan. Netanyahou, que vous soutenez dans ce qui est en train de devenir un cimetière à Madame Gaza Panot, avec déjà plus de 18 Vous 000 êtes personnes. tellement mal à l'aise. Et je voudrais avoir Vous une êtes tellement pensée. mal à l'aise. S'éloigne un Non, peu pas du vous. sujet. Vous allez me rendre responsable peut-être de ce qui se passe en Israël aussi, tant qu'à faire. Non, Bah oui. mais je vous rends responsable de vos pouvez pas me positions répondre. internationales. C'est pas du terrorisme quand Vos le fondateur du positions Hamas non, provoque la mort de Dominique ça Bernard. s'appelle en droit international des crimes de guerre. Ah, Mais d'accord, ok. écoutez, si je ne peux difficile, pas répondre, S'il vous ça va plaît, être Marion très, Maréchal, très et compliqué, par ailleurs, avant qu'on parte sur les questions de vie quotidienne des Français, le sujet international est très intéressant, le fait est qu'on a dû faire des choix et qu'il n'est pas abordé. La question était sur le terrorisme islamiste. On est passé de l'ultra-droite au terrorisme islamiste. Marion Maréchal, par exemple, propose une rétention préventive des fichés les plus dangereux. Là-dessus, Mathilde Panot, quel est votre regard? Et on passera dans un instant aux questions d'inflation de pouvoir d'achat et d'école. Alors, je vais vous dire ce que cherchent les terroristes dans ce pays. Que cherchent-ils? Ceux qui commettent des actes terroristes cherchent à détruire notre démocratie et à détruire notre état de droit. Et moi, je ne suis pas d'accord, Madame Maréchal Le Pen, pour que vous aussi, vous continuez à détruire l'état de droit. Dans l'état de droit et dans la République, nous avons la possibilité de frapper fort celles et ceux, non seulement qui essayent de faire des attentats, comme vos amis d'extrême droite, mais aussi les djihadistes. Je rappelle que dans le monde, 80% des victimes des djihadistes sont des musulmans, contrairement à vos fantasmes sur cette question. Et que nous, puisque cette question revient régulièrement, nous sommes du côté de celles et ceux qui luttons concrètement contre les djihadistes. Notamment, mon premier voyage était au Rojava, aux côtés des Kurdes. Et donc, sur cette question, et donc Mathilde Panot, sur cette question de la protection des Français face aux fichiers S dangereux, radicalisés. La protection des Français, elle passe d'abord par donner plus de moyens au renseignement humain, parce que là, vous avez une masse de gens qu'ils doivent surveiller. On leur demande de surveiller notamment des militants écologistes et autres. Oui, puis les 1300 fichiers S de vos amis d'extrême droite aussi. Donc, il faut d'abord donner des moyens humains au renseignement. Ensuite, il faut faire en sorte qu'on puisse respecter l'état de droit, et notamment pour respecter l'état de droit, il faut donner des moyens à la justice, parce que la justice est aujourd'hui complètement clochardisée, je reprends les mots des magistrats notamment, et que s'il n'y a pas ces services publics pour faire en sorte qu'on respecte cet état de droit, eh bien nous n'y arriverons pas. Donc, nous avons d'ores et déjà les moyens de punir sévèrement. Et donc on crée non, on ne laisse pas rentrer. Je n'ai jamais dit qu'on laissait rentrer. J'ai dit qu'on accueillait dignement celles et ceux qui étaient là. Madame Panot, c'est que plus vous laissez rentrer des djihadistes potentiels, plus vous serez confronté de fait au manque de moyens à la fois des renseignements et l'embolie de la justice. Ça me paraît être une évidence. Donc peut-être que la meilleure solution, ce serait d'abord de mieux contrôler les frontières pour ne pas avoir à se retrouver dans la situation actuelle. Regardez comme Mme Mélanie n'arrive pas à contrôler les frontières. C'est complètement irréaliste ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi vous me parlez de Mme Mélanie? Excusez-moi, c'est votre allié au niveau européen. Mais Mme Mélanie, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'elle dit, Mme Mélanie? Ça devrait vous plaire. Enfin non, ça devrait pas vous plaire d'ailleurs, parce que vous, en l'occurrence, vous êtes pour l'immigration clandestine et la régularisation de l'ensemble des clandestins sur le sol français. Donc Mélanie, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je suis pour un traitement imparable et implacable de l'immigration clandestine. Et à côté de ça, j'accueille un certain nombre d'immigrés. 452 000 travailleurs étrangers d'ici à 2025. Dans son pays. C'est pas tout à fait moi, je vais vous dire, zéro. ce n'est pas ce que je souhaite pour la France. Je considère aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas la position de Mme Panot, qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec cet argument des métiers en tension, que ça fait 40 ans qu'on appelle à l'immigration, y compris clandestine, pour les métiers en tension, et ça fait 40 ans que ces métiers sont toujours en tension. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, et je considère que même aujourd'hui, l'immigration de travail doit être beaucoup plus réduite, et que c'est d'abord les Français qu'on doit remettre au travail, les 5 millions de chômeurs, les 3 millions de jeunes sans activité, c'est ça notre priorité. Mesdames, vous voyez à l'écran les temps de parole, vous êtes à peu près à égalité, à 15 secondes près. Je voudrais qu'on aborde la question de la vie quotidienne des Français. Et notamment, nous sommes à pile une semaine de Noël, l'inflation a un peu ralenti au mois de novembre, mais la situation reste très difficile. 83% des Français déclarent que l'inflation aura un impact sur leurs courses de Noël. 30% des 18-34 ans envisagent de ne pas fêter Noël par manque d'argent. Mathilde Panot, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites aux Français ce soir qui se serrent la ceinture au moment où ils doivent faire leurs courses de Noël ou leurs courses pour les repas des fêtes? Alors, la France est devenue, sous Emmanuel Macron, un océan de malheur. Et il y a un chiffre qui, moi, m'a particulièrement tordu le ventre dans le sondage IFOP. C'est les 20% de Français qui risquent de se retrouver seuls aux fêtes de fin d'année, notamment parce que l'essence est trop chère, notamment parce que le train, lui aussi, est trop cher, et donc qui fait encore grandir la solitude dans ce pays. Dans cet océan de malheur dont vous ne parlez jamais, la France qui a faim, le nombre d'enfants qui sont à la rue, qui ont explosé, vous êtes non seulement, Madame Maréchal Le Pen, une ultra raciste, mais aussi une ultra libérale, puisque vous refusez, comme les macronistes,
d'augmenter les salaires. Vous refusez de rétablir le SMIC, l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça fait pareil. Vous refusez de rétablir, de faire une taxe sur les super profits. Vous refusez le blocage des prix. Or, qu'est-ce que dit par exemple le FMI, qui n'est pas une organisation insoumise? Le FMI dit que la hausse des prix se nourrit de l'augmentation des profits. Et donc, il faut impérativement, c'est ce qu'on avait porté dans notre niche parlementaire, encadrer les marges à la fois des raffineurs, des distributeurs, de l'industrie agroalimentaire et mettre des prix planchers, parce que là aussi, il faut les protéger pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Bref, tout ce dont vous ne voulez pas, puisque vous, votre programme économique, c'est faire du Macron, mais en pire. J'ai pas un programme économique communiste, je vous le confirme. On essaie de prendre dans l'ordre. Vous répondez à Mathilde Panot, qui dit notamment, parmi les propositions de la France Insoumise, il y a le blocage des prix. Est-ce que ça, c'est je prends juste un tout petit peu de hauteur, si vous permettez, parce que, en effet, vous avez raison, et je suis évidemment extrêmement attentive à la situation de nombreux Français, de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui sont dans une situation de précarité tout à fait terrible, parce que notre pays est dans une situation économique terrible, c'est vrai, rappelons-le, 3 000 milliards de dettes, un pays qui est un enfer fiscal, plus de 1 000 milliards de prélèvements sociaux, un taux d'inactivité extrêmement élevé, une baisse de la productivité, un déficit de la balance commerciale. Et moi, ce que je crois, c'est que si nous en sommes là aujourd'hui, avec en parallèle des services publics de plus en plus dégradés, c'est justement parce que vous et vos amis, Madame Panot, depuis des années, et notamment depuis François Mitterrand, ont détruit la valeur travail, parce qu'ils ont appauvri les classes moyennes en voulant les taxer toujours plus, parce qu'ils ont défendu les 35 heures, la retraite à 60 ans, le RMI, parce qu'ils ont voulu toujours plus d'immigration, qui aujourd'hui coûte près de 50 milliards d'euros net chaque année. Et donc moi, je m'inscris évidemment en faux avec cette vision, et je considère que le pouvoir d'achat des Français, avant de distribuer des chèques ou de bloquer des prix, avec toutes les conséquences que ça a évidemment sur les marchés, d'autres s'y sont essayés en Europe, notamment en Hongrie, et avec des conséquences relativement déplorables. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le pouvoir d'achat des Français, c'est d'abord l'argent que l'État ne vous prend pas. Je l'ai dit au début de cette introduction, la France est un enfer fiscal. Donc moi, la première chose que devrait faire l'État, selon moi, c'est d'abord de faire en sorte que l'État prenne moins sur les salaires, et donc de baisser les charges aujourd'hui qui se trouvent sur les salaires, de faire en sorte que le brut et le net se rapprochent, notamment par une baisse de la CSG pour les salaires du SMIC jusqu'à 2 000 € et également pour les petites retraites. Mais pour cela, il faut que l'État fasse un certain nombre d'économies, et ça, de ce point de vue-là, on sera vraisemblablement pas d'accord, notamment sur les dépenses sociales, puisqu'aujourd'hui, les dépenses sociales dans notre pays, c'est 33% du PIB, c'est un record au sein de l'OCDE, parce qu'il y a une véritable dérive de l'assistanat dans notre pays. Les Français sont découragés de travailler, parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, on peut parfois gagner autant et avec plus d'avantages sur le plan social quand on ne travaille pas et qu'on profite que quand on travaille. Et donc oui, il faut faire des dépenses. Il aurait fallu, selon moi, mettre en place la priorité nationale pour les aides sociales. Il aurait fallu supprimer tout de suite les régimes spéciaux. Il aurait fallu supprimer le régime des intermittents du spectacle. Bref, faire des économies. On a le temps d'aborder ces sujets économiques et sociaux. Là, vous avez une sorte d'inventaire à l'après-vert. Restons sur la question des salaires, si vous le voulez bien, puisque vous dites, nous, on n'est pas pour ni le blocage des prix ni l'augmentation du SMIC. On est pour baisse de charges. Sur les salaires, le brut du net, pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Réponse de Mathilde Panot. Ça, c'est effectivement très intéressant. Pourquoi est-ce très intéressant? Parce que ce que vous appelez charges s'appelle des cotisations. Oui, et les cotisations sont ce dont nous sommes, nous, l'héritier, c'est-à-dire ce qui est arrivé du Conseil national de la résistance, ce qui a permis notamment la sécurité sociale, mais aussi la retraite. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous vous réjouissiez de la réforme des retraites, plus grand mouvement social depuis 50 ans dans ce pays, qui volait 2 ans de vie aux Français avec la retraite à 64 ans. Monsieur Zemmour disant même aller jusqu'à la retraite à 65 ans. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que lorsqu'on réduit les cotisations, du coup, on appauvrit la sécurité sociale, donc la possibilité pour les gens de bien se soigner. On appauvrit les caisses de retraite, et donc ensuite vous nous expliquez qu'il faut travailler plus longtemps, etc. Donc vous dites exactement pareil qu'une sorte de Macron radicalisé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ensuite, vous dites, et ça c'est intéressant, alors vous parlez des 35 heures dont je vous rappelle juste, si vous regardez les chiffres, que c'est le plus grand moment de création d'emplois dans notre histoire. Et que, avec des effets, disons, qui font débat sur l'emploi et sur la désorganisation que cela a pu impliquer dans un certain nombre de services publics. Depuis le XXe siècle, le temps de travail a été divisé par 2.
les richesses, elles, ont été multipliées par 50. Donc, c'est cette richesse qu'il s'agit de se répartir. Et j'entends que, quand même, Emmanuel Macron, vous êtes aujourd'hui celle qui protège les riches. Ensuite, vous nous parlez des assistés. Parce que ça, j'ai ramené quand même ce graphique pour que vous vous rendiez compte, parce que vous parlez, et d'ailleurs, vous ne parlez que de ça. Je ne sais pas si ceux qui sont devant leur télévision voient. La fraude fiscale excède largement la fraude sociale. Voilà, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, vous voyez d'un côté 80 à 100 milliards sur la question de la fraude fiscale, dont vous ne parlez jamais. Quant à la fraude sociale, c'est 2,3 milliards d'euros. Donc, il n'y a pas d'assistés dans ce pays, autre que les riches, qui, eux, regardent, contrairement à ce que vous pensez sur les personnes exilées, qui, eux, vont regarder les droits un peu partout des autres pays pour savoir où est-ce qu'ils vont cacher l'argent qui doit revenir dans la solidarité nationale. Je vais vous dire, avec nous, sur la question des impôts, vous êtes mal barrés. Parce que dans notre programme, tous les Français et Françaises qui touchent moins de 4 000 euros auront moins d'impôts à payer que ce qu'ils payent maintenant. C'est ce que nous appelons l'impôt progressif. Donc, je vais vous dire ce qui va se passer avec ce que vous proposez de faire. Pas d'augmentation de salaire, pas de blocage des prix, pas d'encadrement des marges. C'est exactement ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas du tout, en effet, la même vision économique. C'est exactement ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que ça crée derrière? Un risque de récession. Je vais vous dire, la consommation populaire n'a jamais été aussi basse depuis 33 ans. Qu'est-ce que ça crée derrière? La consommation populaire, c'est le principal facteur de la croissance de ce pays. Et donc, derrière, ce sont des TPE, PME qui ferment parce qu'ils n'ont plus de carnets de commandes qui sont remplis. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et nous avons bien vu, puisque vous parlez sans cesse des impôts de production à devoir baisser, nous avons bien vu avec Emmanuel Macron défendre la compétitivité de notre industrie. Vous croyez au ruissellement, Madame Maréchal Le Pen? Non, moi je crois qu'il faut défendre notre industrie. C'est marrant que vous parliez de la baisse de production. Mais vous croyez au ruissellement? Ça vous intéresse pas, la baisse de production? Ah si, ça m'intéresse. Ça vous intéresse pas la baisse? Nous, on est pour la relocalisation. Et la question de la compétitivité, ça joue un petit peu dans votre logiciel ou pas du tout? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes pour un protectionnisme écologique et solidaire, pour justement relocaliser le fait ce dont nous avons aujourd'hui notre industrie n'arrive plus à tenir la concurrence parce que il y a aujourd'hui un coût du travail qui est beaucoup trop élevé, parce qu'il y a des impôts de production en effet qui sont beaucoup trop élevés. Et là, je vous rejoins d'ailleurs parce qu'il y a aussi des marchés qui sont trop peu protégés. Ça, c'est indéniable. Mais bon, après, on va pas tomber d'accord. Ça me paraît évident. Mathilde Panot dit vous êtes une Emmanuel Macron radicalisée. J'entends cette espèce de discours caricatural. Alors on est contre les riches, on est contre les patrons. La réalité de la politique que vous défendez, c'est qu'en fait, c'est pas les riches qui sont les premiers touchés, c'est souvent les classes moyennes d'ailleurs, parce que c'est elles qui sont surfiscalisées dans notre pays, c'est elles qui portent un bout de bras. Aujourd'hui, oui, mais c'est faux. C'est elles qui portent un bout de bras une dérive aujourd'hui de la politique d'assistanat qui est très loin de l'esprit originel du Conseil national de la résistance. Pardonnez-moi, parce qu'une fois de plus, 33% des dépenses, 33% des dépenses du PIB, c'est inédit. Nous sommes le pays qui dépense le plus de ce point de vue-là au sein de l'OCDE. Donc n'en faites pas un modèle. Et le problème, c'est que ce sont précisément les classes moyennes qui portent à bout de bras ce système, parce qu'elles sont à tous les niveaux, elles payent des impôts et des taxes, et notamment sur leur salaire. Et donc moi, j'y reviens. Je pense que la solution, une fois de plus, c'est pas d'administrer l'économie en bloquant les prix. Ça n'est pas d'augmenter le SMIC, ce qui va évidemment être répercuté pour nos entreprises qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, qui ont déjà du mal à avoir de la trésorerie, parce que tout le monde n'est pas une entreprise du CAC 40. Je suis désolée, Madame Panot, l'essentiel, c'est des TPE, PME. Elles n'arrivent pas aujourd'hui. C'est la consommation populaire, donc c'est les salaires. Et surtout, elles ont du mal à faire de la trésorerie et elles sont extrêmement exposées aux fluctuations du marché. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, la solution me semble en effet de baisser aujourd'hui les dépenses sociales indues, de baisser aujourd'hui le train de vie de l'État, non pas sur le régalien, mais sur la suradministration aujourd'hui. Et donc pour pouvoir en effet baisser ces charges sur les salaires, parce qu'une fois de plus, moi je ne crois pas aux chèques et aux mesures temporaires qui s'accumulent ou aux niches. Je crois à une réponse structurelle. Et en cela, d'ailleurs, vous me dites, vous êtes là sur Macron, sur Macron, sur Macron. En cela, j'ai une vision totalement différente d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron, lui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'a fait qu'augmenter la dette, n'a fait qu'augmenter les impôts. On n'a jamais payé autant d'impôts et de charges dans ce pays et n'a jamais envisagé de pouvoir baisser les charges sur les salaires. Donc, de ce point de vue-là, je suis désolée, mais non, on n'a pas tout à fait la même vision. Je pense que tout le monde a compris, du coup. Donc, Reconquête et l'extrême droite refusent d'augmenter les salaires, puisque l'extrême droite et la Macronie votent ensemble contre l'augmentation des salaires. Les salaires, mais pas avec la même mesure que vous. Oui, oui, c'est ce qui appauvrit ensuite toutes les dépenses sociales derrière. Refuse de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, donc de faire rentrer dans les dépenses de l'État. Et ensuite, Madame Marion Maréchal Le Pen va vous expliquer, elle va vous l'expliquer maintenant, pourquoi effectivement elle est à la retraite. Non, pourquoi pour la retraite à 64 ans. Vous faites attention à m'appeler Marion Maréchal Le Pen, vous pensez que j'ai honte?
Ah bah non, c'est vous qui me le dites. Économiser de l'état civil, économiser de la justement, ça m'amuse parce que j'ai l'impression que vous prenez un soin à pas m'appeler à partir comme si vous essayez de me gêner, mais tout va bien. Non, je vous appelle économiser de la salive parce que mon nom à l'état civil, c'est Marion Maréchal. Alors donc elle va vous expliquer non seulement pourquoi elle est pour la retraite à 64 ans, voire à 65 ans comme c'était dans le programme, et surtout pourquoi dans son programme, au présidentiel notamment, se retrouve ensuite la volonté de réduire les dépenses publiques. Et ainsi, alors qu'elle est en train tout à l'heure de dire qu'il y a des millions de Français qui n'arrivent plus à se soigner, elle va expliquer comment est-ce que, justement, l'hôpital public va continuer de s'effondrer avec les mesures qu'il propose. De même que l'école publique va continuer de s'effondrer avec ce que Madame Maréchal Le Pen continue de vouloir. Oui, je vais vous expliquer même pourquoi, parce que vous aviez dit en 2019 quelque chose qui était intéressant. Il y a de nombreux secteurs où l'État pourrait laisser davantage de place au privé, comme l'école ou la culture. Voilà, donc en plus de cela, vous n'êtes pas pour je considère qu'aujourd'hui le service public de l'éducation. Non, pas du tout. Je considère qu'il doit y avoir une école publique, mais je considère qu'aujourd'hui, les contraintes mises sur le privé sont beaucoup trop fortes et qu'on empêche aujourd'hui la création d'écoles privées dans notre pays avec une réglementation totalement excessive, alors que justement, moi, je trouve sain qu'il puisse y avoir différentes offres éducatives dans notre pays. Mais c'est vrai que, bon, vous, ça dépend des moments, parce que quand c'est des écoles catholiques, vous faites la chasse aux écoles catholiques et vous vous dressez contre les écoles catholiques qui excluent un élève qui avait les cheveux roses. Par contre, quand c'est des écoles musulmanes proches des frères musulmans, là, vous les défendez. Donc, Mesdames, on n'a pas tout à fait la même vision. Nous sommes les partisans de l'école publique gratuite. Mesdames. Ah oui, très bien. Oui. Ça se voit pas quand vous défendez Mesdames, les écoles une seconde, s'il vous plaît. On va voir apparaître vos temps de parole. Marion Maréchal, Mathilde Panot, dans quelques instants. Voilà, à une vingtaine de secondes près, vous êtes au même niveau. Et justement, dans la vie quotidienne des Français, il y a cette question de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait plusieurs annonces importantes depuis la rentrée. L'interdiction des abayas à l'école, le choc des savoirs avec notamment des groupes de niveau au collège. Le dernier mot donné aux professeurs sur la question du redoublement, également à venir l'expérimentation sur l'uniforme. On va prendre ces points-là les uns après les autres, mais d'abord par rapport à la politique qui est menée sur cette question éducative. Mathilde Panot, on imagine que vous n'êtes pas satisfaite. Je crois qu'Alexis Corbière disait dans les colonnes de la Tribune du Dimanche que l'atalisme était une forme de nostalgie ou de référence à une école qui, au fond, n'a jamais existé. Oui, tout à fait. Je crois que les élèves de notre pays n'ont pas besoin d'uniformes, ils ont besoin qu'on les forme, et notamment d'avoir plus de professeurs, plus d'aide à l'éducation, puisque un enfant en situation de handicap sur 4 est déscolarisé dans notre pays du fait du manque d'AESH, pour qu'il y ait des professeurs remplaçants, alors que des millions d'élèves manquent des heures de cours parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçants, qu'il y ait la gratuité réelle de l'école, notamment la gratuité des cantines, la gratuité des fournitures scolaires, plus d'infirmiers, plus de psychologues. Voilà ce que nous demandons pour l'éducation, à l'inverse de l'austérité qui est proposée par Madame Maréchal Le Pen. Oui, mais c'est une question de priorité. Ça n'existe pas la gratuité, Madame Panot. C'est toujours payé par quelqu'un. Si, ça existe la gratuité. Oui, justement, c'est ce qu'on appelle justement la République sociale. Faire en sorte que, justement, par exemple, l'uniforme, ça coûte 200 € par enfant. Nous, on a calculé, si on mettait cet argent-là de l'État sur les 200 € par enfant, on arriverait à peu près à faire l'ensemble, dans le pays, des fournitures scolaires gratuites. Eh bien, moi, je trouve que c'est une priorité bien plus élevée et bien plus forte que celle de défendre à tout prix l'uniforme, qui est d'ailleurs dans le programme de l'extrême droite depuis fort longtemps. C'est étonnant sur que vous opposiez à l'uniforme, d'ailleurs. Moi, je trouve que la proposition de Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens, mais plutôt que c'est une expérimentation avant de voir si cela fonctionne. J'aurais aimé qu'ils mettent en place directement l'uniforme, mais pour une raison simple, c'est que pour moi, l'uniforme, contrairement à ce que vous dites, c'est plutôt un coût pour les parents, puisque ça évite qu'ils soient ils courent en permanence derrière les vêtements de marque de leurs enfants. Et puis c'est une manière aussi ça devrait vous plaire pourtant, de dissimuler les différences sociales entre les enfants qui sont vecteurs d'isolement ou de stigmatisation ou de discrimination. Donc je trouve ça plutôt positif. Et puis ça permettrait aussi de mettre un frein aujourd'hui à l'offensive islamique dans nos écoles, qui s'exerce à travers le voile. Vous êtes toujours contre le port du voile dans les écoles, on est d'accord, Madame Panot, je ne me trompe pas, très bien. Et contre l'abaya, que pour le coup vous avez défendu et contre lesquels les professeurs sont totalement démunis. Donc ça réglerait, on va dire, de nombreux problèmes, à la fois économiques et sociaux, et en même temps culturels au sein de nos écoles, et éviterait d'exposer nos professeurs en premier lieu qui se retrouvent justement avec toutes ces problématiques. Maintenant, sur le reste des propositions de Gabriel Attal, moi je regrette qu'il n'avait pas
au bout aussi de ces propositions avec la fin, par exemple, du collège unique, plutôt que des expérimentations, une fois de plus, simplement de classes de niveau. Mais c'est vrai que nous n'avons pas la même vision de l'école, Madame Panot. C'est vrai que moi, j'ai une vision de l'école du mérite, dans laquelle, en effet, les élèves se lèvent quand le professeur entre dans la classe, et donc une école aussi de l'autorité et de la discipline, quand vous êtes enfermé dans une lecture égalitariste, dont tous les effets depuis les années 70 à travers le pédagogisme démontrent que c'est un nivellement constant vers le bas. D'ailleurs, vous devrez être content, parce que c'est plutôt les méthodes que vous défendez d'une école ouverte et sans autorité qui nous a conduit là où on est aujourd'hui dans les classements PISA. Donc une fois de plus, oui, nous n'avons pas... Vous avez un problème avec l'autorité ou la discipline à l'école, comme le dit Mario Maréchal ? Je vais vous expliquer ce qui détruit l'autorité des professeurs. Ce qui détruit l'autorité des professeurs dans ce pays, c'est qu'en 1980, un professeur, alors qu'il débutait, gagnait en moyenne 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un professeur je suis d'accord avec vous sur les salaires. A 1,1 SMIC en moyenne. Et donc, en déclassant la place qu'avait le professeur dans la société, c'est aussi comme ça qu'on lui a fait perdre de l'autorité. La deuxième chose, c'est que vous étiez récemment, Madame Maréchal Le Pen, à un colloque au Sénat avec des parents vigilants, donc ceux qui ont créé un syndicat de parents d'élèves qui s'appelle les parents vigilants, qui ne cessent de menacer des professeurs. Non, ça a été le cas, par exemple, à Valenciennes, où ils ont menacé une professeure qui voulait faire une sortie avec ses élèves à Calais sur la question des migrations. Militante pro-immigration engagée qui faisait des sorties scolaires sur le temps scolaire avec ses élèves pour aller visiter des camps de migrants. Oui, en effet, ça a été remonté et dénoncé médiatiquement. Vous admettez que vous faites des menaces sur les professeurs? Non, pas des menaces, Madame Panot. On lutte contre la propagande à l'école. La propagande idéologique à l'école. Oui, en effet, vous luttez par exemple contre la loi. La propagande politique. Ces initiatives, Mario Maréchal, aboutissent parfois sur les réseaux sociaux à des menaces contre ces professeurs. Non, attendez, il n'y a aucune menace faite de la part de parents vigilants. Ce sont des parents dont les élèves sont dans des classes et qui rapportent en effet le fait que certains professeurs utilisent le temps scolaire pour pouvoir faire de la propagande politique et idéologique sur le temps scolaire. Et ça, tout ce temps qui est consacré à cela, oui, il participe aujourd'hui d'une dérive et d'un détournement de la fonction initiale de l'école, parce que l'école, elle n'est pas là effectivement, pour formater les enfants. Je suis désolée de vous le dire, même si ça va plutôt dans le sens de votre idéologie. Nous sommes favorables à une école émancipatrice pour l'ensemble des enfants de ce pays. Et donc, qui se donne à la fois les moyens de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse apprendre dans ce pays. Donc, tandis pas de politique à l'école, vous avez, par exemple, avec vous, invité à ce colloque une professeure de français qui considère que l'école fabrique des masses de jeunes violents, avec le retour de la discipline en classe face à des élèves qui sont des petits délinquants attendus par la sortie, le retour de l'autorité à l'école. Et je vais vous dire contre quoi vous luttez aussi. Ça vous choque? Vous luttez sur la question de la loi de 2001, sur la question de l'éducation à la sexualité. Vous savez, depuis la loi de 2001, il y a l'obligation pour chaque élève par niveau d'avoir 3 cours par an d'éducation à la sexualité. À quoi servent ces cours d'éducation à la sexualité? Bien loin des fantasmes de l'extrême. Vous allez me dire pourquoi, mais moi je vais dire d'abord pourquoi. Rapidement, Emmanuel Maréchal répond. Mieux ce que je pense que moi. Parlez de votre proposition. Pourquoi est-ce important de respecter la loi alors que seuls 15% des élèves ont justement des cours d'éducation à la sexualité? Parce que c'est à ce moment-là qu'on leur apprend, par exemple, qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant. Et c'est comme ça qu'on lutte notamment contre l'inceste dans ce pays, dont vous ne parlez jamais. Ensuite, c'est aussi le moment, justement, où on apprend ensuite au collège qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce que c'est un rapport sexuel consenti, comment est-ce qu'on se prémunit contre les maladies sexuellement transmissibles. Pour que Mario Maréchal puisse vous répondre. Et c'est contre ça que vous luttez. Madame Panot. En effet, la vision que j'ai de l'école, c'est d'abord une école de l'instruction et non pas de l'éducation à la place des parents. Donc je considère que l'école doit se recentrer d'abord sur le fait d'apprendre à lire et à compter avant de faire de l'éducation à la place des parents. Ça, c'est une première chose. Moi, je ne suis pas du tout opposée, en revanche, à ce qu'il puisse y avoir une sensibilisation à ces questions de sexualité, notamment, évidemment, dans le cadre légal que vous venez d'aborder, dans le cadre du cours de biologie, par exemple. Ce qui me dérange, en revanche, c'est le fait que depuis des années maintenant, ces cours passent de l'éducation sexuelle stricto sensu et donc à ce qu'est la sexualité sur le plan biologique à une éducation au plaisir sexuel de plus en plus. C'est faux. Et je le vois d'ailleurs à travers la propagande d'État qui a été faite à travers un site internet qui a eu de très nombreuses publicités sur les différents arrêts de bus dans notre pays et qui en effet ne faisait pas non plus de l'éducation sexuelle ou de l'éducation au consentement, contrairement à ce que vous dites, mais véritablement tout un panel sur les questions d'éducation sexuelle et différentes pratiques sexuelles. Et ça, en cela, je suis
désolée. Oui, ça me gêne et ça me choque. Et parents vigilants. Vous connaissez pas du tout de ce dont vous êtes en train de parler. Tout à fait. Et parents vigilants, ces cours s'appellent éducation à la vie affective et sexuelle. Parents vigilants. Non, mais d'accord, mais un titre, à la vie affective. Un titre, ça fait pas un contenu, mais en Madame fait, ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Et vous êtes en train de créer une menace sur les professeurs. Pas tout en même temps. Allez-y, Marion Maréchal. Et ensuite, je voudrais qu'on aborde un dernier sujet. Qui est très grave. Et les parents vigilants dont vous parlez ont justement rapporté le cas d'une infirmière qui est venue en cours dans le cadre de ces cours d'éducation sexuelle et qui a tenu des propos en effet sur des pratiques sexuelles qui ont profondément choqué les enfants qui ont été en classe. On nous raconte toujours le même exemple. Un exemple sur 800 000 élèves sur une classe d'âge. Arrêtez. Mesdames, s'il vous plaît. Choqués, je suis désolée, moi je suis choquée. S'il vous plaît, il nous reste quelques minutes avant de passer à vos cartes blanches. Je voudrais juste qu'on pose la question de la laïcité. Vous avez parlé il y a un instant des abayas. Mathilde Panot, pour vous, y a-t-il ou non des attaques, des offensives pour mettre en cause le principe de laïcité à l'école? Alors, il y a des attaques à la laïcité dans notre pays. Par exemple, quand il y a une cérémonie religieuse en plein Élysée, quand il se trouve que... Pas exactement de ça dont je parlais, Mathilde Panot. Par exemple, cet exemple de ce qui s'est passé au collège, de ce qui s'est passé au collège d'Issou dans les Yvelines, où des élèves ont refusé de regarder un tableau du XVIIe siècle qui montrait des femmes nues, avec des parents qui se sont plaints, une professeure qui a été diffamée. C'est plutôt de ce type d'offensive-là dont je parle, Mathilde Panot. Alors, première chose, déjà, moi, je veux soutenir les enseignants dans la liberté pédagogique qu'ils ont, et je trouve ça très important. Et je voudrais d'ailleurs redire qu'un des problèmes de notre pays, c'est le nombre de professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie lorsqu'ils rapportent des problèmes sur cette question. Ensuite, la deuxième chose qui me semble extrêmement importante et qui me semble très grave dans ce qui est en train de se passer, notamment ce qui s'est passé avec l'abaya, c'est que quand vous demandez maintenant à la jeune génération ce qu'est la laïcité, ils vous citent une liste d'interdits. Or, la laïcité, c'est d'abord et avant tout une liberté de conscience. Et une liberté de conscience, ça veut dire la liberté de croire ou de ne pas le croire. Je rappelle que nous sommes dans un pays, contrairement aux élucubrations xénophobes, dans lequel 60% des Français n'ont pas de religion. Eh bien, la laïcité est une liberté. Et moi, j'aimerais qu'on le remette tel que c'est et qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Parce que vous, la laïcité, vous êtes pour quand ça concerne les musulmans, vous êtes contre quand ça concerne les catholiques. En fait, vous voyez, c'est tout à fait révélateur parce qu'en fait, Madame Panot est incapable de vous dire aujourd'hui et d'accepter qu'aujourd'hui, s'il y a une offensive contre la laïcité à l'école, je suis désolée de vous dire, elle vient pas des bouddhistes ou même des catholiques, elle vient d'abord et avant tout d'une partie des élèves musulmans dans le pays. Et que les services de renseignement eux-mêmes, d'ailleurs, expliquent que ce ne sont pas simplement des actes isolés venant d'une petite révolution d'adolescents, mais véritablement des offensives qui sont organisées et le plus souvent d'ailleurs fomentées et accompagnées par des réseaux islamistes dans le pays qui mettent à l'épreuve aujourd'hui la solidité justement de nos valeurs laïques au sein de l'école. Et moi, je vous trouve ambigu sur ce sujet, je vous le dis. C'est-à-dire que sur la question de l'abaya, bon, vous avez complètement lâché. Sur la question du voile, vous en parlez toujours à demi-mot et de manière extrêmement gênée. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, la laïcité, c'est une liberté. Encore faut-il accepter de l'appliquer de manière totalement intransigeante et ce n'est pas le sentiment que j'ai. Ah bah, c'est pas non plus ce que vous faites, vous. En ce qui vous concerne, moi, je suis totalement pour l'adaptation de la laïcité à l'école. Je suis même pour son extension à l'université. Je considère qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de signes religieux au sein de ces établissements publics. Ce sera probablement d'ailleurs une manière, je le dis, de pouvoir peut-être libérer d'une pression une partie de ces jeunes femmes qui aujourd'hui se sentent obligées de porter le voile dans notre pays parce que si elles ne le portent pas dans certains territoires ou à certaines occasions, elles sont traitées comme des filles de mauvaise vie, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe dans une partie du territoire français, Madame Panot. Et donc c'est aussi protéger ces femmes-là et leur émancipation, comme vous dites, que de garantir qu'elles puissent se voir respecter la laïcité. Bien, moi, je vais vous dire, la laïcité, pour nous, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et que la loi de 1905, et pas l'instrumentalisation dont vous en faites contre une partie de nos concitoyens d'une certaine religion. L'offensive islamique, elle n'existe pas, Madame Panot, c'est pas moi qui la mets en place, c'est pas moi qui l'instrumentalise, elle existe, tous les chiffres le démontrent. Oui, vous jouez avec les peurs, enfin non. Je joue avec les peurs, oui, il n'y a pas de chiffres qui démontrent aujourd'hui. Vous pensez vraiment que l'ensemble des musulmans de ce pays, c'est un problème pour ce pays? Il y a une augmentation des atteintes à la laïcité qui ont explosé par rapport à l'année dernière. Ça passe par ce que je disais tout à l'heure, ça passe par soutenir les professeurs, notamment par la hiérarchie, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on apprend à tout le monde que nous avons besoin d'unité du peuple français qui passe par la laïcité, parce que c'est la seule manière de vivre ensemble. Et le lycée Averroès que vous avez soutenu, proche des frères musulmans, pour moi c'est votre vision de l'éducation. Nous l'avons pas soutenu, nous avons dit qu'il y avait un deux poids deux mesures qui était assez évident. Vous l'avez pas soutenu, vous plaisantez. Nous ne soutenons pas un lycée d'excellence, un lycée modèle. Écoutez, c'est
c'est ce que a dit, non pas nous, mais le directeur de Sciences Po Lille, non pas nous, mais l'ancien président du département qui est LR. Donc nous sommes pour l'école publique, gratuite, laïque. Nous disons juste qu'il y a un deux poids, deux mesures qui va dans le sens de ce que je disais sur l'instrumentalisation des peurs. Mesdames, s'il vous plaît, c'est la fin de ce débat. Il reste 2 cartes blanches, une chacune, une thématique que vous souhaitiez aborder. Comme vous avez commencé le débat, Marion Maréchal, c'est Mathilde Panot qui va aborder sa carte blanche. En premier, quelle est la thématique que vous avez choisie ? Alors moi, je voulais parler d'avortement parce que toutes les 9 minutes dans le monde, une femme meurt du fait d'un avortement non sécurisé. En France, c'est une femme sur 3 qui a déjà eu recours à l'interruption volontaire de grossesse. Que cela vous plaise ou non, l'avortement fait partie de la vie des femmes de ce pays. Alors, à chaque fois que vos alliés d'extrême droite arrivent au pouvoir, c'est ce qui s'est passé par exemple en Hongrie, où vous avez vanté la politique nataliste de M. Orban, ils s'en prennent aux droits des femmes. En Hongrie, ils forcent donc les femmes, lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse, à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir mettre fin à cette grossesse, ou en Pologne, où ils ont quasiment interdit l'avortement, au point que 6 femmes sont mortes. Je vais vous en parler d'une qui s'appelle Isabella, elle avait 30 ans, elle avait une fille de 9 ans, elle souhaitait un 2e enfant, et au milieu de sa grossesse, il y a eu un problème avec le fœtus, elle s'est retrouvée à l'hôpital, et les médecins l'ont empêchée d'avorter en disant qu'il fallait attendre que le cœur du fœtus arrête de battre. Isabella est morte d'une septicémie en envoyant un dernier SMS qui disait « Les femmes sont devenues des couveuses ». Je vous le dis, la liberté d'avorter, c'est le droit d'avorter, c'est la liberté d'enfanter. Ce que vous allez faire va provoquer des morts parce qu'une femme, qu'est-ce que je vais faire ? si elle a décidé d'avorter, lorsque vous voulez par exemple déremborser l'IVG, non mais j'ai jamais dit ça. Marion Maréchal vous répond. Déremborser l'IVG ? J'ai pas proposé de déremborser l'IVG. Marion Maréchal, vous répondez à Mathilde Panot. Alors, je vais vous répondre. Alors, non, parce que c'est confus, mais vous me parlez en fait de la constitutionnalisation de l'IVG, parce que de quoi vous me parlez ? Non, je vous parle du droit à l'avortement dans ce pays, y compris. Je n'ai jamais proposé de remettre en cause l'existence et la légalité de l'IVG dans le pays, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est faux, vous avez proposé de le dérembourser. Je n'ai jamais proposé de remettre en cause cela. Non, pour être très précis, il y a une dizaine d'années, quand vous étiez au Front National, il y avait une divergence entre Marine Le Pen et vous sur la question de savoir s'il fallait ou non dérembourser notamment les aides qu'il pouvait y avoir au planning familial, pour être extrêmement précis. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'en l'occurrence, le planning familial finançait, en ce qui concerne ce planning familial-là, des avortements illégaux à l'étranger. Donc sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG que soutient Mathilde Panot. C'est très simple, c'est-à-dire que le débat, attention, il n'est pas de savoir si en effet l'IVG doit rester légal ou non dans notre pays, il s'agit de savoir si on va intégrer la question de l'avortement et constitutionnaliser ce droit à l'avortement. Donc, et le mettre et le figer, le fixer au sein de la Constitution. Et c'est là où je trouve que c'est une absurdité juridique, parce qu'une fois de plus, le prétexte utilisé, c'est de dire du fait qu'il y aurait une menace sur la question de l'avortement de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, il faudrait fixer ce droit dans notre Constitution. Je vois là une dérive, puisque la Constitution, une fois de plus, soyons fidèles à la hiérarchie des normes, c'est notre contrat social, c'est ce qui régit nos institutions. Elle n'est pas là pour être le réceptacle de tous les droits individuels. Et donc, au prétexte qu'il y aurait une menace aux États-Unis, si demain, c'est-à-dire que la PMA est menacée au Burkina Faso, ou je ne sais pas, le changement de sexe en Biélorussie, on va inscrire ça dans la Constitution. Je trouve que c'est une absurdité. Maintenant, ce qui est vrai aussi, Madame Panot, je ne sais pas si vous essayez de me mettre mal à l'aise avec ça, c'est que je considère, même si bien sûr je ne veux pas remettre en cause ce droit, que l'avortement n'est pas un acte anodin, au même titre, que je ne sais pas, qu'une appendicite qu'on enlèverait ou une carie à soigner. Et quand je vois qu'il y a aujourd'hui 234 000 avortements dans notre pays, je vis plus ça comme un échec que comme une satisfaction, parce que je pense que c'est toujours des drames personnels et des moments désagréables. Vous savez, moi-même, je suis, comme on dit, et je me permets de vous en parler parce que ça a été sorti par des journalistes malgré moi, je suis en une grossesse non désirée, comme on dit. Et c'est vrai que je suis heureuse que ma mère n'ait pas considéré que l'avortement soit un acte anodin, parce que sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et moi, je préférais qu'on se pose la question de savoir comment on fait pour accompagner ces femmes qui souhaiteraient aussi garder leur enfant, parce qu'il y en a. Je pense qu'ils le font aussi pour des raisons économiques. Et donc, on pourrait aussi parler à ces femmes-là et ne pas les culpabiliser. Mathilde Panot, vous répondez rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et ensuite, la carte blanche de Marion Maréchal. Contre vous, nous réussirons à gagner la constitutionnalisation de l'IVG, y compris parce que vous dites que c'est la norme suprême sur notre communauté nationale. Je vous dis juste qu'il n'existe pas de peuple sans la question justement de liberté ou non d'enfanter. Donc ça rentre tout à fait dans ces nouveaux droits, tout comme d'ailleurs nous voulons rentrer des nouveaux droits sur lesquels vous êtes opposés, notamment du droit de mourir dans la dignité. Et donc maintenant la carte blanche de Marion Maréchal, quel sujet avez-vous choisi pour cette carte blanche ? Alors j'ai choisi un sujet qui ne m'amène pas nécessairement d'ailleurs à vouloir m'opposer à Madame Panot, mais j'ai voulu parler de ce sujet parce que je souhaiterais
pouvoir faire entendre la voix de nos agriculteurs qui, depuis maintenant près de 3 semaines, manifestent dans l'indifférence générale. Nos agriculteurs qui sont asphyxiés aujourd'hui, qui sont en train de mourir. Je le rappelle, en 10 ans, c'est moins 100 000 exploitations, 100 000 qui partiront à la retraite dans les 10 ans à venir. En parallèle de ça, une explosion des importations sur le territoire français, une baisse de la production. Et nos agriculteurs, dont je rappelle qu'un se suicide chaque jour quand même, sont aujourd'hui victimes de plusieurs choses. Les marges abusives de la grande distribution, la concurrence déloyale, mais aussi la surfiscalité et la surréglementation. Et j'en veux beaucoup d'ailleurs à Madame Ursula von der Leyen, aujourd'hui à la tête de la Commission, qui a mis en place des réglementations, notamment le pacte vert soutenu par la France insoumise, ou des réglementations qui aujourd'hui vont aboutir à une baisse de 10% de la production européenne, à une baisse de 10% des terres agricoles, au moment où justement il faudrait augmenter la production mondiale, parce que d'ici 2050, et j'en finirai par là, il faudra doubler la production mondiale. Donc je trouve que c'est criminel, parce qu'on est en train, comme on a tué notre industrie nucléaire, comme on a tué notre industrie, de tuer notre agriculture et de nous rendre dépendants des marchés étrangers, au prix évidemment du bien-être de nos agriculteurs. Marion Maréchal, on va voir les compteurs, il reste... Vous avez 2 minutes d'avance, donc réponse de Mathilde Panot. Et nous allons devoir conclure ce débat. Sur la question que vous portez, le modèle que vous défendez, notamment vous parlez de la question des normes, on pourrait parler de la question des pesticides, puisque vous êtes très favorable à continuer avec glyphosate et autres pesticides. Et justement, le modèle qui a détruit les paysans. Vous le disiez, un paysan se suicide tous les jours dans notre pays, peut-être même un peu plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système mortifère dont les paysans sont les premières victimes des pesticides notamment qui sont utilisés, en plus d'empoisonner l'ensemble de la population. Nous disons qu'il faut une loi d'urgence sur la question alimentaire. Alors que la faim est en train de disloquer le pays, nous voulons à la fois encadrer les marges des distributeurs de l'agroalimentaire, ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, mais aussi faire des prix planchers pour les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils aient des revenus dignes. Nous voulons annuler les dettes des paysans qui vont transformer leur agriculture vers une agriculture paysanne et écologique. Nous voulons mettre fin aux traités de libre-échange qui mettent en concurrence les agriculteurs, de même que nous pouvons appliquer des clauses de sauvegarde. C'est ce qui a été fait notamment sur le diméthoate, qu'on pourrait refaire, c'était sur les cerises, qu'on pourrait refaire sur beaucoup d'autres produits qui protégeraient les agriculteurs, mais aussi celles et ceux qui mangent ce qui se fait en France et permettraient justement qu'on soit dans une forme de souveraineté alimentaire, alors qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont complètement dépendants, notamment de un volailler, de ce qu'il donne à manger à ses volailles, et du prix auquel il achète ce qu'il donne à manger à ses volailles. On sera au moins d'accord sur la souveraineté alimentaire, mais pas sur les raisons. Merci beaucoup, mesdames. Je suis désolé, on va devoir abréger ce débat qui était très intéressant. Vos temps de parole sont à peu près au même niveau. Je vous remercie. Moi, je peux avoir une conclusion parce que c'est pas tout à fait au même niveau, donc oui, 30 secondes. Mais alors, 30 secondes très rapidement, et ensuite, vraiment très rapidement, parce qu'après, on doit y aller. Moi, je voulais juste, Madame Maréchal Le Pen, vous raconter que vous êtes un pur produit du lupénisme, vous êtes raciste, vous défendez la bourgeoisie, vous voulez la guerre civile dans ce pays. Je crois que la France a besoin de toute autre chose. Vous avez appris vos insultes par cœur. A besoin de répondre aux grands défis de notre siècle, notamment en étant unis. Et je veux redire aux gens qui nous écoutent, ayons le goût du futur. Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Marion Maréchal. Écoutez, après ce débat, moi je me confirme que donc je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles. Moi je suis la candidate des amoureux de la France, en effet, quand vous êtes la représentante de ceux qui la détestent, et notamment des islamistes. Je suis, oui c'est vrai, la candidate des racines chrétiennes et de l'identité française quand vous êtes la représentante du déboulonnage des statues et de la repentance. Et je finirai par ça. Oui, moi je suis la candidate qui veut lutter contre l'immigration pour la paix civile quand vous êtes au contraire la guerre civile. Merci beaucoup Mathilde Panot, Marion Maréchal d'avoir accepté de débattre sur ce plateau.